Un sac à dos militaire usé, posé contre un arbre. Une route de campagne quelque part en France. Et un homme qui marche, toujours à pied, parce qu'il ne peut pas conduire. Entre 1984 et 1992, 9 corps sont retrouvés aux 4 coins de l'Hexagone. Des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, tous étranglés, mutilés, abandonnés dans des forêts ou au bord des routes. Et chaque fois, le même mystère. Les corps sont découverts à plus de 20 km du lieu du crime. L'homme responsable s'appelle Francis Holm. Il souffre du syndrome de Klinefelter, une anomalie chromosomique qui lui provoque des troubles moteurs, une débilité légère et l'incapacité physique de conduire un véhicule. Pourtant, inexplicablement, chaque cadavre est déplacé, transporté, jeté loin de la scène initiale, comme si quelqu'un l'aidait. Et c'est exactement ce qui se passait. Francis Holm ne tuait jamais seul, ou presque jamais. Il trouvait toujours quelqu'un, un routard, un SDF, un complice de fortune rencontré quelques heures avant le meurtre, pour l'accompagner, pour conduire, pour porter le corps. Et après, il disparaissait dans la nature, avec son sac à dos, avalé par les routes de France. Au procès de Port-Grimu, face aux juges et aux familles des victimes, Francis Holm est confronté à 5 suspects différents. 5 hommes qu'on accuse d'avoir été ses complices. Il les regarde un par un, puis les accuse tous, successivement, de l'avoir aidé à tuer. Puis il se lève et déclare d'une voix plate « Je ne veux pas être un bouc émissaire ». Personne ne comprend. Un bouc émissaire de quoi? De ses propres crimes? Si ce genre d'histoire te captive, abonne-toi et écris en commentaire combien de meurtres penses-tu qu'il a vraiment commis. Maintenant, revenons au début. Pour comprendre comment cet homme est devenu le tueur en série le plus nomade de France, il faut retourner à Metz, en 1959. Francis Holm naît le 25 février 1959 à Metz, en Lorraine. Dès sa naissance, les médecins remarquent quelque chose d'inhabituel. Il possède un chromosome X supplémentaire, syndrome de Klinefelter, XY au lieu de XY. Cette anomalie génétique rare touche un garçon sur 1000 et provoque des troubles du développement, morphologie ambiguë, difficultés d'apprentissage, retard moteur, stérilité. Mais ce n'est pas le chromosome qui fera de Francis un monstre. C'est ce qui se passe derrière les murs de la maison familiale. Son père, André Holm, est un homme violent, alcoolique, qui bat ses enfants à coups de ceinture. Sa mère, Monique, est l'opposé, surprotectrice, étouffante, possessive. Elle couvre Francis comme si personne d'autre ne pouvait le comprendre. Elle lui répète sans cesse qu'il est différent, qu'il ne sera jamais comme les autres, qu'elle est la seule à l'aimer vraiment. « Tu ne seras jamais normal, Francis », lui dit-elle un soir, les larmes aux yeux. « Mais moi, je serai toujours là. » À l'école, Francis est en échec permanent. Ses camarades se moquent de lui. Il parle lentement, il a des gestes maladroits, il ne comprend pas les blagues. Les enseignants le décrivent comme attardé léger, inadapté, inquiétant. Un professeur de primaire note dans son dossier « Cet enfant observe les autres avec une fixité troublante. Il ne joue jamais, il regarde. » À l'adolescence, Francis commence à errer. Il quitte la maison pendant des jours entiers, dort dans des granges, vole de la nourriture dans les fermes. Il ne parle presque plus, il marche. Des dizaines de kilomètres par jour, sans but précis. Comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pourra jamais nommer. En octobre 1984, sa mère meurt brutalement. Francis a 25 ans. Le seul lien qui le retenait au monde vient de se rompre. Il ne pleure pas aux obsèques. Il reste debout, immobile, les yeux vides. Un proche de la famille confie plus tard « On aurait dit qu'il attendait quelque chose, comme si la mort de sa mère avait ouvert une porte. » Un mois plus tard, le 6 novembre 1984, Francis Holm commet son premier meurtre. La victime s'appelle Lionelle Gineste. Elle a 17 ans, blonde, souriante, pleine de vie. Elle rentre de l'école à pied, comme tous les jours, dans les environs de Pont-à-Mousson.
Francis la croise sur un chemin forestier. Il lui demande du feu. Elle s'arrête, fouille dans son sac. C'est tout ce qu'il lui faut. Il l'étrangle avec ses mains, lentement. Il sent le cou craquer sous ses doigts. Quand elle s'effondre, il ne s'arrête pas. Il la déshabille, la mutile avec un opinel qu'il garde toujours dans sa poche. Puis, il traîne le corps dans les buissons et repart, son sac à dos sur l'épaule, comme si de rien n'était. Un psychiatre lui demandera plus tard, lors d'un interrogatoire, « Qu'est-ce que vous avez ressenti ?» Francis répondra, sans émotion, « Rien. J'ai senti qu'elle était morte, c'est tout. Et après, j'ai marché. » Ce soir-là, Francis Holm dort dans un foyer Emmaüs, à 100 km de là. Il mange une soupe chaude, discute avec d'autres sans-abri, rit même à une blague. Personne ne soupçonne rien. Le corps de Lionel ne sera retrouvé que 3 jours plus tard, dans un état de décomposition avancée. L'enquête piétine. Aucun témoin, aucune piste, aucun mobile. Le dossier est classé. Mais Francis, lui, vient de découvrir quelque chose. Il sait maintenant qu'il peut tuer et que personne ne le rattrapera jamais tant qu'il continue à marcher. Le 6 novembre 1984, dans les bois près de Pont-à-Mousson, Lionelle Gineste pense avoir de la chance. Le chemin forestier qu'elle emprunte pour rentrer chez elle est désert, paisible. Les arbres perdent leurs feuilles dorées, l'air est frais. Elle rêve de devenir infirmière. Elle a 17 ans et toute la vie devant elle. Puis, elle croise un homme avec un sac à dos militaire. Il a l'air inoffensif, un peu perdu peut-être. Il s'approche d'elle avec un sourire timide. « Excusez-moi, mademoiselle, vous auriez du feu ?» Lionelle s'arrête. Elle fouille dans son sac à dos. Elle ne trouve pas de briquet, mais elle veut être polie. « Non, désolé, je ne fume pas. » C'est la dernière phrase qu'elle prononce. Francis Holm se jette sur elle avec une violence animale. Ses mains se referment autour de son cou. Elle essaye de crier, de griffer, de se débattre, mais il est plus fort, beaucoup plus fort. Il serre. Il sent le cartilage craquer sous ses doigts. Il voit ses yeux s'écarquiller, puis se voiler. Il continue jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Ensuite, il la traîne hors du chemin dans les fourrés épais. Il sort son opinel, ce couteau pliant qu'il garde toujours dans sa poche. Il la déshabille, il la mutile. Le psychiatre qui étudiera plus tard le dossier écrira « Les blessures post-mortem témoignent d'une rage froide, méthodique. Ce n'est pas un acte passionnel, c'est un rituel. » Quand il a terminé, Francis range son couteau, essuie ses mains sur l'herbe et reprend son sac à dos. Il marche jusqu'à la route nationale, lève le pouce et monte dans le premier camion qui s'arrête. Le chauffeur lui demande où il va. « N'importe où, je bouge tout le temps. »« T'es routard ?»« Ouais, on peut dire ça. » Le corps de Lionelle Gineste est découvert 3 jours plus tard par un chasseur. Son visage est méconnaissable. Les gendarmes qui arrivent sur place sont sous le choc. L'un d'eux vomit, un autre refuse de regarder. Le médecin légiste note dans son rapport « strangulation manuelle, mutilation multiple, agresseur probablement familier avec la manipulation d'objets tranchants ». L'enquête démarre, mais elle tourne rapidement en rond. Aucun témoin, aucune trace exploitable. Lionelle était une fille sage, sans ennemis, sans petits amis violents. Qui aurait pu lui faire ça? Et surtout, pourquoi? Les parents de Lionelle supplient la police. Trouvez-le, trouvez celui qui a fait ça à notre fille. Mais personne ne trouve. Le dossier est classé sans suite. Francis Holm, lui, est déjà loin. Il dort dans un foyer à Reims, à plus de 100 km de là. Il mange, il dort, il parle avec d'autres vagabonds. Il ne montre aucun signe de culpabilité, aucune nervosité. Parce qu'il n'en ressent aucune. Mais ce qu'il a découvert ce jour-là dans les bois de Pont-à-Mousson, c'est quelque chose qu'il ne pourra plus jamais oublier. Le pouvoir absolu. La sensation de tenir une vie entre ses mains et de l'éteindre comme une bougie. Et cette découverte va le transformer en machine à tuer. Francis Holm devient un fantôme. Il traverse la France à pied, en autostop, en train sans billet.
Il dort dans des foyers Emmaüs, des gares, des parkings. Il ne possède rien, sauf son sac à dos et son opinel. Et chaque fois qu'il croise une proie vulnérable, un enfant isolé, un adolescent naïf, un jeune homme trop confiant, il frappe. Le 26 septembre 1986, à Montigny-lès-Metz, 2 petits garçons disparaissent. Cyril Beining, 9 ans, et Alexandre Beckrich, 10 ans. Ils jouent près des voies SNCF, comme tous les jours après l'école. Leur mère les cherche partout, paniquée. Le lendemain, leurs corps sont retrouvés sur un talus, côte à côte. Ils ont été étranglés, frappés à la tête avec une pierre. Leurs vêtements sont en désordre. L'enquête piétine. Puis, un jeune homme de 16 ans, Patrick Dils, est arrêté. Il vit dans le quartier, il est un peu étrange, un peu simple d'esprit. Les policiers le pressent d'avouer. Patrick, terrorisé, finit par signer des aveux qu'il ne comprend pas. Il est condamné à perpétuité. Mais ce n'est pas lui le coupable, c'est Francis Holm. Un témoin se souviendra, des années plus tard, avoir vu Francis ce jour-là près des voies. Il marchait avec un autre type, un grand blond. Ils avaient l'air bizarres, mais à l'époque, personne n'y a fait attention. Juillet 1987, Périgueux. Laurent Bureau, 19 ans, soldat en permission, rencontre Francis dans un bar. Ils boivent ensemble. Laurent est jeune, naïf, il cherche de l'aventure. Francis lui propose de partir en vadrouille. Laurent accepte. 2 jours plus tard, son corps est découvert dans une forêt, à 20 km de la ville. Il a été poignardé, étranglé, dépouillé. Un autre vagabond est arrêté, puis relâché faute de preuves. Un enquêteur confiera plus tard « On savait qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, mais on n'avait rien, pas de témoins, pas de preuves matérielles, juste des corps qui s'empilaient. » Juillet 1990, Port-Grimard, station balnéaire de la Côte d'Azur. Joris Viville, 9 ans, joue avec son frère sur la plage. Il s'éloigne quelques minutes, il ne reviendra jamais. Son corps est retrouvé 3 jours plus tard dans un garage à 20 km de là. Il a reçu 83 coups de tournevis. 83. Le médecin légiste écrira dans son rapport « L'acharnement est incompréhensible. La victime était déjà morte après les 10 premiers coups. Les suivants sont de la pure sauvagerie. » Francis Holm est dans la région à ce moment-là. Il dort dans une caravane squattée avec d'autres marginaux. Mais personne ne fait le lien. Pas encore. Parce que Francis a un don terrifiant. Il sait manipuler. Il sait trouver des complices de fortune, des hommes faibles, paumés, qui l'embarquent dans ses délires. Un routard rencontré la veille, un SDF croisé dans un foyer, un type qui a une voiture et cherche de la compagnie. Francis leur parle, les appâte, les entraîne. Et quand vient le moment de tuer, il les implique juste assez pour qu'ils ne puissent plus parler. Un ancien codétenu témoignera des années plus tard. Il m'a dit un jour, « Le truc, c'est de ne jamais être seul. Si t'es seul, t'es repérable. Mais si t'es 2, personne sait qui a fait quoi. » Entre 1984 et 1992, au moins 9 meurtres sont attribués à Francis Holm. Mais le chiffre réel est probablement bien plus élevé. Lui-même parlera de pépins, son mot pour désigner les meurtres, en évoquant des dizaines de cas. Mais comment un homme incapable de conduire, sans domicile fixe, sans argent, peut-il semer la mort sur 1000 km de territoire français sans jamais se faire prendre ? La réponse est simple et terrifiante. Parce qu'il ne reste jamais au même endroit. Parce qu'il ne laisse jamais de traces. Parce qu'il change de visage, de complice, de région. Et parce que pendant des années, personne ne croit qu'un vagabond au QI limité puisse être un tueur en série organisé. Mais en 1992, tout va changer. Les enquêteurs commencent à trouver des similitudes. Des témoins mentionnent un routard avec un sac à dos. Et Francis Holm, pour la première fois de sa vie, va se retrouver coincé. En 1992, les enquêteurs de plusieurs régions commencent à comparer leurs dossiers. Des meurtres non résolus, des victimes jeunes, des scènes de crimes brutales, et toujours le même détail étrange. Quelqu'un qui ne conduit pas aurait besoin d'aide. Quelqu'un qui erre en permanence laisserait des traces,
dans les foyers, les gares, les centres d'hébergement. Un nom revient dans plusieurs témoignages, Francis Holm. Un routard bizarre, taciturne, qui traîne toujours un sac à dos militaire. Les gendarmes le retrouvent dans un foyer à Nancy. Ils l'interpellent pour vérification d'identité. Francis ne résiste pas, il les suit calmement, presque avec indifférence. En garde à vue, il ne nie rien, mais il ne confirme rien non plus. Il parle par énigme, par allusion. « Il y a eu des pépins », dit-il en fixant le mur. L'enquêteur fronce les sourcils. « Des pépins ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Des trucs qui se sont passés. Des fois, ça dérape. »« Vous parlez de meurtre ?» Francis hausse les épaules. « Appelez ça comme vous voulez. » Les policiers sont déstabilisés. Cet homme ne ressemble à aucun criminel qu'ils ont interrogé. Il ne se vante pas, ne pleure pas, ne supplie pas. Il est juste vide. Comme si tuer ou ne pas tuer était la même chose pour lui. Un psychiatre mandaté par le juge écrira dans son rapport « Francis Holm présente une absence totale d'empathie et une froideur émotionnelle pathologique. Il ne comprend pas pourquoi ses actes sont condamnables. Pour lui, c'est comme écraser une mouche. » Petit à petit, les aveux tombent. Francis reconnaît certains meurtres, en évoque d'autres sans les détailler. Il mentionne des complices, des hommes qu'il a croisés sur la route, qui l'ont aidé à transporter les corps. Certains sont retrouvés, interrogés, confrontés, mais les versions divergent. Qui a tué? Qui a aidé? Qui ment? Le procès du meurtre de Joris Viville à Port-Grimaud se tient en 1997. Francis est jugé aux côtés de 5 autres hommes, tous accusés d'avoir été ses complices. L'un après l'autre, ils nient. Ils disent qu'ils ne le connaissent pas, qu'ils n'étaient pas là, qu'on les accuse à tort. Francis, lui, reste silencieux pendant des heures. Puis, au moment où le président du tribunal lui demande de désigner son complice, il fait quelque chose d'incroyable. Il pointe chacun des 5 hommes, tour à tour, et les accuse tous. Lui, c'était avec lui. Non, attendez, c'était lui. Ou peut-être lui. Les avocats explosent. Le président tape du marteau. Les familles des victimes sont effondrées. Puis Francis se lève, regarde la cour droit dans les yeux et déclare d'une voix plate « Je ne veux pas être un bouc émissaire ». Le silence tombe dans la salle. Un bouc émissaire de quoi? De ses propres crimes? L'avocat général se lève, sidéré. « Monsieur Holm, vous êtes accusé d'avoir tué un enfant de 9 ans avec 83 coups de tournevis. Vous parlez de bouc émissaire ?» Francis hausse les épaules. « Moi, je dis juste ce que je pense. » Le procès dure des semaines. Les experts psychiatriques se succèdent. Certains parlent de débilité légère, d'autres de troubles de la personnalité antisociale. Tous s'accordent sur un point. Francis Holm est dangereux, mais il n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Il comprend la différence entre le bien et le mal. Il a juste choisi le mal. Le verdict tombe. Réclusion criminelle à perpétuité. Puis un autre procès. Puis un autre. À chaque fois, la même sentence. Les condamnations s'empilent. 9 meurtres reconnus, peut-être 11 au total. Mais Francis continue de parler de « pépins » au pluriel, laissant planer le doute sur d'autres victimes, d'autres corps qui ne seront jamais retrouvés. Un enquêteur confiera plus tard « Il nous a dit un jour qu'il ne se souvenait même pas de tous les visages, qu'il y en avait trop. On ne saura jamais combien il en a vraiment tué. » Aujourd'hui, Francis Holm est incarcéré à la maison centrale de Poissy. Il a 66 ans. Il ne parle presque plus. Il passe ses journées dans sa cellule, à dessiner des paysages, à écrire des lettres incohérentes qu'il n'envoie jamais. Les gardiens disent qu'il est calme, presque docile, mais ils évitent de croiser son regard trop longtemps. Il a été condamné définitivement pour 11 meurtres, mais les enquêteurs pensent que le nombre réel est bien plus élevé. Peut-être 20, peut-être 30. Francis lui-même a déclaré lors d'un interrogatoire « Il y a eu des pépins partout,
Dans le nord, dans le sud, en Bretagne. Des fois, je me souviens même plus. Certaines affaires n'ont jamais été résolues. Des corps d'enfants, d'adolescents, retrouvés dans les années 80 et 90, dans des conditions similaires. Les familles attendent encore des réponses. Mais Francis ne parlera plus. Ou peut-être qu'il ne sait plus. Patrick Dils, le jeune homme condamné à tort pour le meurtre de Cyril Beining et Alexandre Begrich, a passé 15 ans en prison avant d'être acquitté en 2002. Grâce aux révélations sur Francis Holm, la justice a reconnu son erreur. Patrick est libre, mais sa vie a été détruite. « On m'a volé ma jeunesse pour couvrir l'incompétence de la police », a-t-il déclaré lors de sa sortie. La mère de Cyril Beining, elle, n'a jamais accepté le non-lieu prononcé pour certains des meurtres attribués à Holm. « Je sais que c'est lui qui a tué mon fils, mais la justice n'a pas voulu le condamner pour tous ses crimes. Pourquoi ? Parce qu'il y en a trop. » Francis Holm restera dans l'histoire comme le routard du crime, un tueur en série nomade qui a terrorisé la France pendant près de 10 ans. Un homme sans domicile, sans voiture, sans argent, mais avec une capacité terrifiante à manipuler, à tuer et à disparaître dans la nature. Ce qui rend son cas unique, c'est justement cette absence de moyens. Il n'avait pas de voiture pour fuir, pas de repères pour cacher ses victimes, pas de plan élaboré. Juste un sac à dos, un couteau et une capacité à trouver des complices de fortune qui le conduisaient là où il voulait aller. Et chaque fois, il trouvait quelqu'un. Parce qu'il savait repérer les faibles, les perdus, ceux qui ne poseraient pas de questions. Un ancien complice, interrogé après son arrestation, a dit « Il avait un truc, je sais pas quoi, mais quand il te parlait, tu te sentais obligé de l'aider. Après, t'avais honte, mais c'était trop tard. » Les routes de France sont plus sûres aujourd'hui, mais les fantômes de Francis Holm continuent de hanter les familles des victimes. Et quelque part, dans des dossiers poussiéreux, des affaires non résolues attendent peut-être encore leur vérité.